Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'affaire d'Elisabeth Fritzl. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser concernant la prononciation des noms dans cette vidéo. J'en ai aucune idée de comment ils se prononcent, donc je vais le faire à ma manière. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette affaire qui est une affaire d'inceste et de séquestration. En effet, un père a séquestré sa propre fille durant 24 années. Joseph Fritzl est né en 1935 à Amstetten, en Autriche. Son père l'abandonne à l'âge de 4 ans. Quant à sa mère, elle lui fait subir toutes sortes de mauvais traitements et de violences physiques. Il est le seul enfant de la famille, donc il n'a personne à qui parler ou avec qui confronter tout ceci. Joseph craint sa mère plus que tout. Cette dernière l'insulte beaucoup. Satan, inutile, criminel. De plus, elle lui interdit d'avoir des amis et de pratiquer un sport. Tout cela a développé une personnalité froide et violente chez le jeune Joseph. Adulte, il devient électricien. Il est propriétaire de plusieurs appartements d'une valeur de 2 millions d'euros. Il a également une société de vente de sous-vêtements féminins. Dans les années 70, il était propriétaire d'un restaurant sur les bords du lac Montsy. Il l'a volontairement incendié afin de toucher les sous de l'assurance. De ce fait, il sera condamné. De plus, Joseph a été condamné dans les années 60 pour pyromanie et attentat à la pudeur. Il est marié à Rosemary et a eu 7 enfants avec elle. Il prend sa retraite à 60 ans. Pendant plus de 2 décennies, Joseph rembourse entièrement les mauvais traitements subis par sa mère, selon ses dires. Il est alors passé de victime à bourreau en la harcelant jusqu'à sa mort en 1980. Il l'aurait battue et violée à plusieurs reprises. Il l'aurait également enfermée à l'étage supérieur de sa maison, muré les fenêtres, et cela pendant 20 ans. En 1977, Joseph viole sa fille Elisabeth, alors âgée de 11 ans. L'année suivante, il obtient un permis de construire pour un abri anti-atomique au sous-sol, démarche qui était habituelle durant la guerre froide. En janvier 1983, Elisabeth fugue afin d'échapper aux abus de son père. Elle fugue 3 semaines à Vienne alors qu'elle n'avait que 16 ans. En 84, à 18 ans, elle fugue une seconde fois. Le 28 août de cette même année, Elisabeth est droguée par son père à l'aide d'un chiffon imbibé d'éther. Il la menotte puis l'enferme dans l'abri anti-atomique. Ensuite, il signale sa disparition à la police. Il fait tout cela à l'insu de sa femme, Rosemary, qui ne se doutait alors de rien. Elisabeth est constamment frappée et violée par son père depuis 1977, mais cela change avec son enfermement. En effet, durant les premières 48 heures, la jeune femme est menottée et durant les 9 mois suivants, elle est attachée afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. Après cela, il l'a confinée dans une seule pièce pendant 9 longues années. Puis, il a construit d'autres pièces au sous-sol et il l'a violée systématiquement. Joseph dit être né pour le viol, et malgré cela, il s'est toujours retenu pendant longtemps. Suite aux nombreux viols, Elisabeth donne vie à 7 enfants. 3 d'entre eux, Kerstin, Stephen et Félix, vivent avec elle sous terre. 3 autres, Lisa, Monica et Alexander, vivent dans la maison avec Joseph, qui est leur père ainsi que leur grand-père, ainsi qu'avec Rosemary, leur grand-mère. Le 7e enfant, Michael, décède à 3 jours. Son père l'incinère dans une chaudière. Rosemary ne se doutait de rien car selon elle et la police, la jeune femme s'est enfuie d'elle-même. De plus, Joseph a obligé Elisabeth à écrire des lettres dictées dans lesquelles elle donne les raisons de sa fuite, puis demande à sa mère de s'occuper de ses enfants qu'elle ne pouvait pas soutenir. Joseph rajoute une couche en assurant que tout est la faute d'une secte, qui l'a capturée et qui la force à se débarrasser de ses enfants. Maintenant, parlons des conditions de vie d'Elisabeth. Elle vit dans un espace de 60 mètres carrés environ, avec une hauteur maximale d'1,70 m. Pour y accéder, Joseph a placé une porte en béton de 300 kg cachée derrière une bibliothèque. La porte est protégée par un code seulement connu de ce dernier.
L'espace comprend une entrée, 2 chambres, une cuisine, une salle de bain et une buanderie. Un tube sert de ventilation et rien d'autre. Il y a une télé, détail qui sera très important dans la suite. Joseph menace ses prisonniers en disant qu'un gaz mortel se répandra s'ils tentent de s'évader. Cependant, nous ne savons pas si c'était des fausses menaces ou alors quelque chose de vrai. Le 19 avril 2008, Kerstin tombe gravement malade, donc Joseph l'emmène à l'hôpital. Elle est inconsciente durant l'examen médical. C'est à ce moment-là que les médecins trouvent une note de détresse dans la poche de cette dernière. Les médecins recherchent ses antécédents médicaux, mais rien. Ils demandent alors à son compagnon, qui est en fait son père, mais aussi son ravisseur et également son grand-père. Ils incitent pour s'entretenir avec la mère, mais Joseph refuse. De ce fait, les médecins appellent la police. Pour la fin de ce calvaire, les deux versions existent. La première est que la police se rend au domicile Fritzl et découvre Elisabeth et ses enfants au sous-sol. La deuxième version est qu'Elisabeth a vu un appel à témoins à la télé depuis le sous-sol et que, malgré son état, elle a réussi à trouver la force de se rebeller contre son père et lui oblige de l'emmener à l'hôpital. De ce fait, elle obtient sa libération. À vous de choisir quelle version est la plus probable. Stephen et Félix, les enfants qui vivaient au sous-sol avec leur mère, découvrent alors pour la première fois le monde extérieur, alors qu'ils ont respectivement 18 et 6 ans. Ceci a dû être un énorme choc pour eux. Ils n'avaient jamais vu la lumière du jour, le soleil, la nature, ou encore d'autres personnes en dehors de leur famille. Lors de sa libération, Elisabeth a 42 ans. Elle a passé 24 ans de sa vie emprisonnée par son père dans un sous-sol. Il est dit que Joseph et sa femme ont effectué plusieurs voyages à l'étranger durant ces années-là, et que Joseph revenait chaque semaine afin de nourrir ses prisonniers. Joseph est alors arrêté, mais dans un premier temps, il refusera de témoigner. Ensuite, il avouera les faits. Il est soumis à des tests psychologiques et psychiatriques, mais il est démontré qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et qu'il est impossible qu'il ait été en permanence sous l'influence de l'alcool, comme la défense l'avait stipulé. Cet homme est juste un monstre. Joseph est déclaré coupable de privation de liberté, de viol, d'inceste, d'esclavage, d'homicide et de bien d'autres crimes. Son procès a commencé le 16 mars 2009 et s'est terminé le 19 mars 2009. 4 jours ont suffi pour clore le procès appelé procès du siècle. Joseph est condamné à la prison à vie. Il est enfermé dans un service psychiatrique d'une prison de haute sécurité à Vienne. Il se vante d'être célèbre dans le monde entier et a même tenté de vendre ses procès-verbaux à un journal, mais en vain. Il n'a aucun remords et écrit même des lettres d'amour à sa femme, auxquelles elle n'a jamais répondu. D'ailleurs, cette dernière a demandé le divorce quelques jours après son incarcération. Quant à Elisabeth et ses 6 enfants, ils ont changé de nom et vivent loin d'Amstetten, sous de fortes mesures de sécurité. Ils sont sous traitement psychologique et essayent de s'adapter à leur nouvelle vie ainsi qu'à la société. Nous n'en savons pas plus car ils souhaitent être discrets, chose totalement compréhensible. Cet horrible événement a sans aucun doute troublé leur personne et détruit leur vie. Avoir vu, depuis son premier jour au monde, sa mère être une esclave sexuelle et être maltraitée de différentes façons doit être destructeur. De plus, leur identité est chamboulée, brouillée, par le fait que leur père est aussi leur grand-père, et également leur bourreau. Elisabeth vivait un calvaire depuis ses 11 ans. Elle n'a jamais connu la paix, la tranquillité et la stabilité familiale. Elle doit réapprendre à vivre et vivre avec le fait que ses enfants sont également ses frères et sœurs. Ce qu'elle ressent doit être inimaginable pour nous. J'espère de tout cœur qu'ils pourront ou qu'ils sont déjà en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils méritent d'avoir une belle vie après ces très difficiles épreuves.